Saviez-vous qu'un drone de 500 $ est capable d'anéantir une cible russe valant des millions en moins de 2 minutes? Aujourd'hui, nous allons analyser comment les attaques ukrainiennes mettent le feu aux terminaux de Primorsk et d'Ust-Luga. Nous verrons s'il est vrai que la flotte fantôme de Poutine utilise Starlink et si les bases de drones Orion en Crimée sont déjà des pièces de musée après le dernier coup du GUR. De plus, nous saurons si l'alerte en Finlande et en Lettonie est le prélude à un affrontement avec l'OTAN, tandis que les entreprises russes voient leurs bénéfices fondre. Je suis Darina Tkachenko et voici Sans filtre, où je t'explique la réalité de la guerre comme personne d'autre n'ose le faire. Ici, on n'est pas là pour perdre du temps. Nous sommes là pour comprendre comment le manuel du combat est en train d'être réécrit. Si tu accordes de la valeur à l'information tactique et que tu veux comprendre le front avant tout le monde, abonne-toi à UATV et active la cloche. Ne laisse pas l'algorithme te cacher la vérité. Les ports de Primorsk et d'Ust-Luga, les joyaux de la couronne de l'exportation russe dans la Baltique. Pour vous situer, Primorsk comme UST-Luga sont situés en mer Baltique, plus précisément dans le golfe de Finlande, au sein de la région russe de Leningrad. Et attention, ils sont hors service après les visites de nos drones. Des images satellites de la fin mars confirment que Primorsk a perdu d'un coup 40% de sa capacité de stockage. 8 réservoirs de 50 000 mètres cubes, chacun sont devenus de la ferraille fumante. À Ust-Luga, l'histoire se répète. 8 autres dépôts de carburant ont été touchés, paralysant de façon systématique les opérations de chargement de diesel et de brut. Pensiez-vous vraiment que la distance les protégerait de la pression ukrainienne? La réalité est que près de la moitié de la capacité d'exportation de brut de la Russie dans cette région s'est arrêtée net le mois dernier. Ce ne sont pas des incidents isolés, ce n'est pas une stratégie d'asphyxie logistique. Quand leur réservoir explose et que leur quai s'effondre, tu ne perds pas seulement du carburant, tu perds aussi la confiance des marchés et la capacité de financer ta machine de guerre. Cela signifie que la logistique russe en mer Baltique a reculé de plusieurs années en seulement quelques semaines. Les dépôts où ils stockent le produit, les navires ne chargent pas et s'ils ne chargent pas, l'argent cesse de circuler. Les drones ukrainiens ont démontré qu'ils peuvent traverser la moitié de la Russie pour frapper exactement là où ça fait le plus mal, dans le portefeuille des oligarques et dans l'approvisionnement des troupes. La flotte fantôme russe, cette procession de navires rouillés qui transportent du pétrole sous sanction, utilise une technologie de pointe occidentale pour échapper aux radars. Des rapports du Kyiv Independent confirment que ces pétroliers opèrent avec des terminaux Starlink pour coordonner les transferts de brut de navire à navire en haute mer. Pour se dissimuler, ils éteignent leurs transpondeurs AIS et ont recours au spoofing GPS, falsifiant leur position réelle tout en concluant des transactions en crypto-monnaie afin d'empêcher les navires occidentaux de détecter le mouvement de l'argent. Comment est-il possible que des navires qui devraient être à la casse utilisent l'Internet satellitaire à haut débit pour contourner la loi? C'est l'hypocrisie du marché. Tandis que d'un côté des sanctions sont imposées, de l'autre, des intermédiaires en Chine, en Namibie ou à Oman fournissent l'équipement nécessaire pour que le réseau d'Elon Musk maintienne les capitaines russes connectés. Ils reçoivent des instructions chiffrées en temps réel pour se retrouver dans des zones aveugles de l'océan et déplacer le pétrole brut sans laisser de traces. Ce système permet à la Russie de continuer à respirer économiquement malgré l'encerclement international. L'utilisation de Starlink ne sert pas seulement à discuter, c'est l'outil qui permet la synchronisation parfaite d'un réseau criminel de contrebande énergétique. Sans cette connexion constante et sécurisée, coordonner des manœuvres risquées dans les eaux internationales serait presque impossible pour ces cercueils flottants en fer. Il s'agit d'une opération conjointe entre les forces du système de drones et le renseignement militaire du GUR. La base aérienne de Kirovsk en Crimée a été rayée de la carte dans la nuit du 2 avril. Le résultat est dévastateur. 4 drones d'attaque Orion de dernière génération détruits dans leur nid,
un avion de transport AN-72P réduit en morceaux et une station radar P-37 mec hors service. Pour ce coup de courtoisie, des drones de fabrication ukrainienne équipés de charges explosives allant jusqu'à 100 kg ont été utilisés. Que reste-t-il de la supériorité aérienne russe lorsque même ces bases les mieux protégées ne peuvent éviter le désastre? L'élimination des drones Orion est un coup critique car ce sont déjà des pièces coûteuses et difficiles à remplacer que la Russie utilise pour la surveillance et l'attaque. Les détruire sur leur propre sol, avec le radar censé les protéger, montre clairement que la défense russe sur la péninsule occupée a plus de trous qu'un gruyère. Perdre un avion de transport et des systèmes radars en une seule nuit annule la capacité de réponse rapide dans la zone. Il ne s'agit plus seulement d'attaquer le front, mais d'éliminer les outils de surveillance avant même qu'ils ne décollent. Si tu ne peux pas voir ce qui arrive et que tu n'as pas de drone pour réagir, la Crimée devient un piège à rats pour les forces d'occupation. La Finlande a commencé à déployer des radars supplémentaires à sa frontière sud-est et à augmenter les patrouilles de ses chasseurs en raison des drones égarés. Après les attaques contre les ports russes près de Saint-Pétersbourg, plusieurs appareils ont fini par s'écraser sur le territoire finlandais, obligeant Helsinki à protéger son espace aérien de manière agressive. Pendant ce temps, en Lettonie, le renseignement militaire considère la Russie comme la plus grande menace existentielle, dénonçant des campagnes de désinformation accusant les pays baltes de permettre des attaques depuis leur territoire. Les voisins de la Russie se préparent-ils au pire ou cherchent-ils simplement à marquer leur territoire face à l'instabilité? Nous devons simplement décider de fabriquer et de produire plus de drones. Et sans ces capacités, moi je pense qu'il est désormais impossible de gagner la guerre. Nous aidons les Émirats arabes unis à se défendre, car il est très coûteux d'abattre des drones bon marché avec des systèmes de défense aérienne très onéreux. Nous devons donc trouver un moyen d'affronter ensemble les problèmes techniques actuels. Et je pense que c'est aussi une bonne occasion pour nous de décider comment, qui produira quoi et comment nous pouvons accélérer le processus. La tension est à son comble, car les drones ukrainiens, en cherchant les angles morts de la défense russe, frôlent les frontières de l'OTAN. La Finlande ne veut pas de mauvaises surprises et accélère la mise en place de systèmes d'alerte mobiles pour sa population, consciente que la guerre des drones a changé les règles du jeu, même pour ceux qui ne sont pas directement impliqués dans le conflit armé. La Russie profite de cette situation pour lancer des opérations de propagande, tentant de semer la discorde parmi les alliés occidentaux. Elle accuse la Lettonie de complicité dans les attaques afin de justifier d'éventuelles représailles ou des actes de sabotage hybride. La réalité est que le succès de ces attaques ukrainiennes a tellement inquiété les commandements à Moscou que leur seule issue est de blâmer des tiers pour dissimuler leur propre vulnérabilité. Les bénéfices des entreprises russes se sont effondrés de 30% au début de cette année, atteignant leur niveau le plus bas depuis mai 2025. Des secteurs clés comme le charbon, l'agriculture, le transport sont en chute libre. L'industrie automobile ne génère même plus de bénéfices, seulement des pertes. Même la fabrication de produits électroniques et de produits métallurgiques essentiels à l'effort de guerre a vu ses revenus chuter d'environ 20 et 30% respectivement en raison de l'augmentation des impôts et des coûts logistiques. Combien de temps un géant aux pieds d'argile peut-il tenir avant que la structure ne s'effondre complètement? Le chiffre est sans appel. Seuls 23% des petites et moyennes entreprises russes ont confiance en leur capacité à continuer d'opérer. Pendant que le Kremlin maquille les chiffres, la réalité est que seules les entreprises de services publics ont gagné de l'argent, et cela uniquement parce que l'hiver a été brutal et qu'elles ont facturé plus pour le chauffage à leur propre population. L'économie russe est en train de se cannibaliser. En augmentant les impôts pour financer le front, ils étouffent les entreprises qui doivent soutenir le pays. Lorsque des secteurs stratégiques comme l'électronique commencent à enregistrer des pertes de plusieurs millions, cela signifie que la capacité à produire leur propre technologie est en train de s'évaporer.
Ce n'est pas une crise passagère, c'est le bruit d'une économie qui se brise de l'intérieur. Abonnez-vous à UATV dans votre langue et restez informés. La guerre ne se gagne pas avec des discours, elle se gagne en brisant la colonne vertébrale de l'ennemi là où ça fait le plus mal, dans son portefeuille et dans sa logistique. Si vous pensez que ce n'est que le début de la fin pour l'infrastructure du Kremlin ou si vous pensez que la Russie a encore un atout dans sa manche, je veux lire vos commentaires. Ne cachez rien. Ici, on parle sans filtre. Je suis Darina Tkachenko et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Slava Ukraini. Gloire aux héros.